Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver sur On ne vous demande pas d'y croire. Christelle est bien présente à la modération du chat, comme d'habitude. Vous pourrez poser vos questions qui seront transmises comme d'habitude dans la deuxième partie de l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une autrice, elle est conférencière. Alors j'ai lu sur son site internet qu'elle décèle les déséquilibres physiques, psychiques et émotionnels chez l'autre. Nasrine Reza, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Philippe, ravi d'être avec toi. Merci de l'invitation. Nasrine, alors je t'ai invité après avoir vu une vidéo de toi donc, qui s'appelle Renaître en un seul instant, où tu expliques ton parcours qui t'a amené à prendre conscience de ce fameux pouvoir de l'accueil. Est-ce que tu peux nous parler de ces différentes étapes qui t'ont amené sur ce chemin et est-ce que tu peux nous définir aussi, là ça serait bien pour commencer cet échange, est-ce que tu peux nous définir ce que pour toi est l'accueil? Avec grand plaisir. Alors, tu me demandes là de résumer toute une vie, tout un univers, parce que le pouvoir de l'accueil touche à toutes les facettes de la vie humaine, mais transcende aussi la condition humaine parce qu'il nous permet d'aller explorer cet être multidimensionnel que nous sommes et donc nous permet aussi d'aller naviguer à travers d'autres états de conscience. Mais si on en revient au début, du moins à ce que j'ai pu expérimenter, alors Nasrine a une vie, une enfance joyeuse, elle était entourée de parents très bienveillants, avec une grande ouverture d'esprit, fort heureusement pour elle. Et elles se sont vite aperçues qu'elle était dotée d'une extrême sensibilité. Et cette sensibilité, à mon plus jeune âge, je n'arrivais pas à l'expliquer. Hein, quand tu as le vocabulaire qui te manque et que tu te sens comme un peu pas à ta place finalement, que tu as même l'impression que tu n'es pas sur la bonne planète, que les choses te paraissent un peu trop hostiles ou émotionnellement trop fortes à vivre, eh ben, il est vrai que cette sensibilité-là, à un moment donné, est devenue un fardeau. Mhm. Elle est devenue un fardeau au moment où je me suis aperçue, c'était quand j'étais toute petite, je ne sais plus quel âge j'avais, moins de 10 ans, mais je ne me souviens pas vraiment. Quand tout à coup, je me suis aperçue que, en fait, je captais les informations en lien avec mon environnement. Donc, je me souviens d'un exemple qui est encore bien présent là dans mon esprit. Il y avait cette femme pour aller à l'école. J'étais toute fière ce jour-là parce que je pouvais y aller seule pour la première fois. Alors, c'est pour ça que ça m'a marquée. Et puis, je marchais sur cette rue, donc une femme qui est venue avec son enfant, qui devait avoir à peu près le même âge. Et puis, dans un automatisme absolu, je me suis dirigée vers l'enfant et puis j'ai commencé à lui parler au fait de son problème physique. Il s'agissait là au fait d'une leucémie. Et la maman, elle m'a regardée complètement effarée, effrayée, et elle m'a maudite, elle m'a même complètement rejetée. Et j'ai pas du tout compris ce qui se passait en fait à ce moment-là. Donc en pleurs, j'étais à l'école, on m'a demandé ce qui se passait, j'ai pas pu expliquer. J'ai pas voulu expliquer parce que je me suis dit, une petite voix me disait, oh, si tu vas dire ça à tout le monde, alors c'est Oui. sûr, on va te détester jusqu'à la fin de ta vie. Mais ça m'a complètement renfermée sur moi-même. Je suis devenue une enfant très solitaire. J'étais beaucoup dans ma chambre seule, à vivre dans ma bulle. Et au fil des ans, en fait, comme ça, j'ai continué à vivre avec cette sensibilité tout en opprimant cela. J'ai tout mis ça caché au fin fond des tiroirs, toutes ces infos, j'ai jamais rien dit. Parce que je voulais juste être normale comme tous les autres pour pouvoir me faire des amis, que je n'ai pas eu beaucoup. C'était compliqué d'avoir des relations amicales. Donc, au fil des ans, à un moment donné, j'en pouvais plus, au fait. Il y a tous ces tiroirs, un beau jour, ils se sont tous ouverts. Et on m'a montré, regarde cette sensibilité, regarde toutes ces informations. Et puis les informations, elles n'étaient pas qu'en lien avec les gens qui étaient autour de moi. C'était aussi en lien avec des informations que je ne comprenais pas du tout. Moi, j'étais là adolescente et puis on parlait d'épigénétique, on parlait de physique quantique, on parlait vraiment de choses très précises au niveau de l'ADN et j'avais aucune idée, bien que j'avais quelques notions de biologie.
Et puis, j'ai eu l'audace un jour d'aller présenter au fait ces informations que je retranscrivais la nuit dans un état de conscience altéré au fait. Donc je passais des nuits et des nuits entières à écrire et le lendemain matin, je me retrouvais face à ces écrits et que je redécouvrais dans une grande colère parce que je voulais être normale et donc je rejetais ça et en même temps j'étais fascinée par ces choses que je ne comprenais pas du tout. Et un jour, j'ai eu le courage d'aller montrer ces écrits qui traitaient d'épigénétique, des corrélations en fait entre les émotions et des parties spécifiques de l'ADN, comment ça va affecter tout notre comportement physique, psychique, émotionnel et le taux hydrique du corps. Donc c'était un gros truc, c'était un bon pavé d'une centaine de Carrément. pages comme ça. Et je donne ça à ma prof de biologie que j'aimais beaucoup, en fait, parce qu'elle avait une grande ouverture d'esprit. Et puis, on a tout de suite eu un bon feeling. Et j'ai donné ça à ma prof et j'ai juste dit, est-ce que vous pouvez jeter un coup d'œil? Peut-être que vous allez comprendre. C'est tout ce que je lui ai dit. Puis, quelques jours après, je crois que c'était une semaine après, elle revient vers moi, elle me rend mon document et puis elle me dit, je ne sais plus comment ça a été dit, mais c'est comme ça du moins que ça m'est resté. C'était, si tu veux pas te sentir encore plus exclu, parce qu'elle Ouais, voyait bien que je souffrais de cette forme d'exclusion, elle m'a dit, tu devrais brûler ces papiers. carrément. Et là, ça en était trop. Là, ça en était vraiment trop. Alors, Est-ce que j'étais très tu comprenais intriguée. ces écrits que tu avais transmis? Ou alors c'était des écrits qui pour toi ne voulaient rien dire et tu les as transmis? Alors, je savais qu'il y avait quelque chose d'important là quand même. Parce que, tu sais, quand je te parle de ces nuits où je retranscrivais ces choses, je te parle pas d'un mois, hein, c'était des Ah, mois et des d'accord. mois et des mois et des mois. Et tout suivait finalement. C'était, si je lisais le chapitre d'hier à aujourd'hui, il y avait vraiment un fil conducteur que j'arrive à comprendre dans son image globale, mais je ne comprenais pas les spécificités de toutes ces notions très techniques aussi qu'on Hmm. transmettait, que, voilà, Ok. que je ne connaissais pas. Je n'avais pas encore été aussi loin dans mon cours de biologie à ce moment-là. Mais du coup, j'étais intriguée d'une part parce qu'elle me disait, d'autre part, j'étais dans une rage furieuse en me disant, alors là, c'est bon, j'en ai marre de cette condition humaine. En fait, je n'ai plus envie de vivre. Et c'est au moment où j'étais sur le point de commettre l'irréparable que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. J'ai entendu cette voix, parce que quand je te parle de ces informations, Ouais. en fait, c'est une voix, mais quand je dis une voix, c'est pas une voix qu'on entend comme j'entends la tienne. C'est pas ma voix, c'est pas mon timbre de voix non plus, et pourtant c'est quelque chose de très familier. C'est comme une voix dans l'invisible, mais très percutante, très puissante. Et puis, au moment où ça s'est produit, où vraiment j'étais sur le point de me dire, là, je veux plus vivre, cette voix, elle est devenue beaucoup plus puissante encore. Et elle m'a dit, maintenant, tu vas accueillir ce que tu es. Et on va t'aider. J'étais dans un état que je n'arrive pas à décrire. C'est comme s'il y avait arrêt sur image. C'est comme si j'étais suspendue. C'est pas le moment présent, c'est au-delà de tout moment qu'on pourrait désigner comme un espace-temps. C'est comme si on m'avait prise dans un espace très bienveillant où cette notion d'accueil a jailli pour moi pour la première Tu l'as fois. comprise de suite, cette Et notion d'accueil, quand il a prononcé le mot oui, accueil? Parce que pour moi, c'est oui, très flou, accueil. Quand on me dit un accueil, oui. ça veut dire plein de choses. Et je sais pas, tu avais 15 ans à l'époque, c'est ça? Oui, exact, exact. J'avais 15 ans et cet accueil, au fait, je ne le comprenais pas du tout intellectuellement, hein, parce qu'après, Hmm. j'ai retranscrit le pouvoir de l'accueil, la nutri-émotion, tous les autres livres, en fait, gravitent autour de cette notion-là. Donc, c'était une compréhension totalement, on peut appeler ça intuitive. Donc, une intuition, j'arrive jamais à l'expliquer, n'est-ce pas? Donc, c'était de l'ordre de l'évidence. D'un coup, alors qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu toute cette guerre, cette inlassable guerre que je menais envers cette entité-ci, et qui était dotée de cette sensibilité, qui avait voilà, ses facultés. Et finalement, c'est comme si on avait appuyé sur un bouton stop pour que tout cet état de lutte et de guerre envers moi-même, pour que tout ça cesse en une fraction de seconde. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai appelé aussi le pouvoir de l'accueil Hmm. renaître en un seul instant, parce que ça se fait en un seul instant. C'est pas rationnel, c'est pas voilà, il n'y a pas de fil intellectuel, c'est juste que d'un coup tout est perçu.
Donc, à ce moment-là, d'un coup, la guerre a cessé. Et quand je suis revenue à moi, euh, tout avait changé. Il ne subsistait plus que cette paix, ce calme, ce profond calme intérieur et ce sentiment de ne plus être seule. Et j'avais compris à ce moment-là que cette voix qui n'arrêtait pas de me transmettre des informations, elle n'était autre que ma propre voix. Alors quand je parle de ma propre voix, on ne parle pas d'une voix personnalisée, on ne parle pas d'une entité qui serait une entité spécifique. Quand je dis ma voix, je parle de notre voix, d'une conscience et d'une intelligence qui englobe toute chose, qui permet au monde manifesté d'exister. Cette conscience-là, elle a accès à toutes les informations. Et donc quand je dis ma voix, je ne veux pas m'approprier une partie de cela, pas du tout. C'est un champ unifié de conscience. Et c'est pour ça que dès lors, je dis aussi que je suis mon propre guide, d'où le livre, je suis mon propre guide, qu'il n'y a pas besoin d'intermédiaire. Et ce qu'on parfois, quand on perçoit des voix ou des intuitions, souvent on met ça comme à l'extérieur de nous-mêmes. Mais finalement, ce n'est autre que ce champ unifié de conscience dans lequel nous baignons tous. Et nous avons tous accès à ces informations. Mais le pouvoir de l'accueil, vois-tu, à ce moment-là, m'a permis déjà physiquement d'aller beaucoup mieux, parce que cet état de lutte a déshydraté mon corps physique. J'étais terriblement déshydratée, j'étais dépressive, suicidaire. J'avais un système émotionnel qui était vacillant, ça allait bien, 2 secondes après, j'avais plus envie de vivre. Enfin, vraiment, tu vois, les grandes vagues. Socialement, tu étais plus intégrée après ça? Oui, ça a tout changé, aussi socialement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, parce que quand tu es en paix, il n'y a plus de... Quand tu accueilles toutes ces facettes qui composent cette parcelle-ci de toute cette conscience, il n'y a plus de séparation déjà entre toi et ceci. Et quand il n'y a plus de séparation et plus de lutte entre toi et ceci, il n'y a plus de séparation entre toi et l'autre. Tu te rends compte que tout ça est l'expression absolument de la même chose et qu'il n'y a au fond rien d'hostile à l'extérieur. Et si je fais un feedback là-dessus, je me dis toujours, mais merci quoi, merci à cette conscience, merci à la vie de m'avoir amené à un état de lutte où j'avais plus envie de vivre, parce que c'est à ce moment-là vraiment que j'ai compris ce que veut dire l'accueil. Alors, si on veut rendre l'accueil plus concret, vois-tu, c'est d'observer déjà une chose. C'est la relation qu'on entretient avec cette entité-ci. Moi, j'appelle ça l'équipe terrestre, qui est constituée d'un corps, d'un mental, d'un système émotionnel, sans trop rentrer dans l'énergie, etc., pour faire plus basique. Et donc, l'accueil, c'est déjà d'observer la relation que j'entretiens avec chacune de ces entités. C'est un peu comme mes 3 enfants. Alors, c'est pas de privilégier l'un ou l'autre, mais c'est d'être le plus à l'écoute de ces 3 entités qui forment une famille, parce que si l'un va mal, si le corps va mal, les autres en pâtissent également. Donc le pouvoir de l'accueil repose déjà sur juste le simple fait d'observer la relation que j'ai avec le corps. Et puis ce qu'on peut observer, franchement, c'est très répandu, c'est que on est très souvent sur ce pied de guerre, on est dans un état de lutte. Quand le corps va mal, quand il souffre, quand il a une énième migraine ou quand il ne fait pas les performances sportives qu'on aimerait avoir, on le bouscule. On veut le contrôler, on veut le maîtriser, on le pousse à bout. On prend des compléments. Non pas que j'ai un problème avec les compléments, les médicaments, c'est pas ça, mais on est dans un état de lutte quand on les prend. On le fait pour que ça cesse, pour que la maladie disparaisse, pour que la douleur se taise. Donc, le pouvoir de l'accueil, c'est déjà observer ma relation corps physique. C'est juste ça. Mais lorsqu'on est agressé par une maladie, une décision lourde à prendre, je sais pas, le réflexe naturel chez les humains, c'est de combattre cette douleur. Et pourtant, tu préconises justement l'accueil
c'est pas quelque chose qui n'est pas naturel. Est-ce que ça ferait pas partie intrinsèquement de l'être humain de combattre justement cette maladie, ces douleurs, tout ce qui nous arrive dans la vie qui nous perturbe un petit peu? Quand tu dis que c'est intrinsèque à l'humain, je pense que le pouvoir de l'accueil est intrinsèque à l'humain et que l'état de combativité est intrinsèque au conditionnement. Ok. Un conditionnement qui nous a été imposé parce que si on observe que ce soit le système éducatif, scolaire, comment on nous parle, comment nous accompagnons des êtres qu'on aime et qui sont dans un état de souffrance aussi, on a cette tendance à vouloir être positif. J'ai rien contre la positivité, mais vois-tu, quand tu as ton ami qui est à l'hôpital dans une agonie incroyable, très souvent le réflexe est là, il va dire il faut que tu lui envoies de la bonne énergie, il faut que tu l'aides à être positif. Alors on va lui insuffler du courage, lui dire tu peux y arriver, tu peux être fort, tu peux combattre la maladie. Mais ça pour moi est juste le reflet d'une peur qui n'est pas accueillie. Donc moi, lorsque je vois mon ami sur le lit de l'hôpital et que je le vois souffrir, je ne suis pas en lien avec mon ami qui vit cette expérience et qui l'a à vivre puisqu'elle lui est présentée. Il n'y a qu'un seul moment présent, n'est-ce pas? Il n'y a pas d'erreur là-dedans. C'est pas comme s'il y avait deux moments présents et il pouvait choisir. Non, il est juste là dans le lit. Il n'y a pas d'autre situation possible pour lui. Donc c'est exactement ce qu'il a à vivre. Mais parce que ça gêne mon conditionnement de voir cette souffrance, et de voir cette peur surtout. Et on m'a pas habitué à collaborer avec la peur. Hein. Il est là le grand problème, je trouve, dans l'humanité. Vu que je suis pas habituée à dialoguer avec cette peur, je vais demander à mon ami d'aller mieux. Je vais lui insuffler du courage. Non pas pour qu'il aille mieux fondamentalement, ça c'est juste un déguisement, pour que la peur cesse. J'essaye de faire ça pour que cette peur cesse en moi, pas en lui. Donc, vois-tu, quand tu en reviens à ce qui est intrinsèque ou pas, moi j'ai eu l'immense privilège d'accompagner beaucoup d'enfants aussi qui étaient malades. Et ces enfants, quand tu les observes, moi quand je les accompagnais par exemple à l'hôpital, et j'aime toujours bien reprendre l'exemple de la petite Lily qui souffrait de leucémie. Elle avait l'anniversaire, je lui ai amené une peluche, et elle s'est amusée avec cette peluche comme l'aurait fait n'importe quel autre enfant. Donc l'enfant n'est pas dans un état de lutte initialement. L'enfant va accueillir les choses parce que déjà, je pense a priori, il ne passe pas par un raisonnement qui a été inculqué. Il ne passe pas par ce systématique pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a une douleur? Et je n'ai rien contre les pourquoi et l'analyse, pas du tout. Mais c'est juste d'utiliser les choses à bon escient dans un certain équilibre. Et chez l'être humain adulte, dès qu'il y a une douleur, il va être confronté à pourquoi j'ai mal. Alors il essaye d'entrer en contact avec son corps physique de manière intellectuelle, il surexploite son mental, l'angoisse aussi, ce mental, ça peut l'angoisser s'il n'a pas accès à des réponses. Et finalement, je n'ai aucune connexion possible au corps physique. Cette connexion-là au corps physique est très simple. Je me connecte au corps physique lorsque mon attention se porte sur lui. Je prends souvent l'exemple de la respiration. Donc, quand j'observe juste la respiration du corps physique, il y a quelque chose qui se dépose naturellement. Les épaules s'abaissent, la mâchoire se détend. Il y a quelque chose qui s'affale comme en soi. Donc ma connexion au corps passe par une action physique. Et ça, on l'a oublié très souvent aussi parce qu'on surexploite le mental et donc on pense que tout doit passer par la voie intellectuelle. Donc le pouvoir de l'accueil, fondamentalement, commence par le corps. Parce que sans corps, il n'y a pas de vie. Je ne peux pas fonctionner seulement avec un mental ou un système émotionnel, n'est-ce pas? Donc j'ai besoin d'un corps. Et donc pour prendre contact avec mon équipe terrestre, je commence par juste observer ce corps. Alors dès l'instant où je le fais, je ne sais pas, si par exemple tu observes juste ton corps maintenant, comment il respire, ça va se détendre naturellement. J'ai pas besoin de faire un mantra, j'ai pas besoin de faire un exercice ou d'invoquer telle force pour que ça se relaxe. Le simple fait de juste être là avec lui et d'observer comme ça inspire la vie, et comme ça expire la vie, ça va le détendre naturellement. À ce moment-là, c'est comme si je décrochais le combiné et puis là je suis en contact avec l'équipe terrestre. C'est par cette relaxation-là que ça se donne. Sinon, je suis à l'écoute du conditionnement.
Parce que quand le corps physique est crispé, c'est le conditionnement qui parle. Le conditionnement qui est synonyme de stress, de refoulement émotionnel ou de refoulement de pensée. Donc, j'invite souvent les gens à juste observer ça. Dans votre vie quotidienne, observez un maximum le corps. Ok, vous verrez qu'il est très souvent stressé. Pourquoi? Parce qu'il a un problème? Non. Juste parce qu'il est accaparé par un conditionnement qui nous a été imposé dès notre plus jeune âge. Il faut être fort dans la vie, il faut lutter. Tu vois, ça c'est la gloriole. Tu vois, tu as beaucoup de valeur si tu luttes. Hein, si tu t'es battu toute ta vie, là, jusqu'à la moelle osseuse, on va t'acclamer haut et fort. Si tu as une vie sereine, douce, légère, remplie de paix, de joie, sans faire d'efforts, on ne te croit pas et on dévalorise ce chemin de vie. Donc déjà dans le conditionnement, il y a ce paradigme quelque part qui est très fort. Mais quelqu'un qui est malade, qui est vraiment, je sais pas, on prend l'exemple de quelqu'un qui a un cancer, qui a une très petite chance de survie, qu'est-ce que tu vas lui recommander? Comment doit-il accueillir tout ça? Est-ce que parce qu'il va quand même avoir un espoir de pouvoir survivre. Comment, voilà, comment son cerveau va pouvoir accueillir tout ça? Il va accueillir la mort? Ou alors espérer continuer à vivre? C'est compliqué quand on est vraiment au pied du mur. Vois-tu, c'est très intéressant comme question et par rapport à l'accompagnement, c'est tellement personnel parce qu'on a 7 milliards d'individus, ils sont tous uniques au monde et à chaque fois que j'accompagnais quelqu'un, ça se passait à chaque fois d'une autre manière. Donc je ne peux pas répondre de manière globale dans ce sens parce que ça voudrait dire que tout le monde est pareil, qu'on est tous des robots et que si tu as ton programme d'accueil, ben, tout va se passer au mieux. Mais ça ne fonctionne pas comme ça, heureusement. Donc ce qui se passe là, quand tu es vraiment en lien avec ce pouvoir d'accueil, tu n'es plus pris par cette notion de temps, de si, tous ces si je vais survivre, comment ça va se passer? Si ma chimio elle fonctionne pas, ou si elle fonctionne, ou si je vais mourir, on n'est plus dans les si, on est complètement immergé dans le moment présent. C'est comme, je ne veux pas dire par là que tu ne peux pas fonctionner dans ta vie quotidienne et prévoir des choses. Ça se fait bien sûr, parce qu'on doit fonctionner ici, et on a des agendas à remplir. Mais une fois que cela est fait, tu reviens au moment présent. Et tu restes juste en contact avec ce mouvement continuel qui se donne. Et quand on observe le corps physique, on se rend compte que sa composition intérieure, elle n'est jamais figée. À chaque instant maintenant, ta double hélice d'ADN est en train de tourner dans un sens précis, dans un degré précis. C'est tout le temps dans cette danse, c'est tout le temps en mouvement, c'est tout le temps en train d'évoluer, c'est tout le temps en train d'amasser des tétraoctets d'informations en lien avec ce qui se passe ici dedans et en lien avec toute l'humanité, parce que toutes ces cellules-ci, ben, elles sont interconnectées. Donc t'imagines tout ce que mon entité physique, maintenant, toutes les infos qu'elle capte en lien avec toi, avec toutes les personnes qui nous regardent, toute l'humanité. C'est tout le temps en mouvement. Alors, si maintenant, je sais pas, si maintenant je te donne un liquide que je brasse sans cesse, qui est tout le temps en mouvement maintenant, Philippe, est-ce que tu peux me dire si à un moment donné, ça va guérir, si à un moment donné, ça va mourir? Et où est-ce qu'il y a de la place pour des si? Il n'y a pas de place, c'est juste tout le temps en mouvement, c'est en train d'évoluer. Wow. Et je peux émettre aucune conclusion. Tu vois ce que je veux dire? Je ne sais pas si l'exemple est suffisamment complètement. Mais moi, après, je me dis, j'ai lu ton livre, Le pouvoir de l'accueil, et des fois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de fatalisme, de non-action pour pouvoir obtenir quelque chose, un bien-être? Et tu le dis toi-même, tu dis, je choisis consciemment de me laisser porter en toute sérénité par la vie. Comment ne pas ruminer, ne pas se laisser envahir par son mental et puis agir comme ce que je pense être naturel pour l'homme, lutter et non pas accueillir comme tu le dis, ce qui est sûrement la bonne solution. Oh, alors,
Et je crois qu'il n'y a pas de bonne solution. Il y a juste le moment présent et comme il se donne. Et vois-tu, euh, Mais ça, justement, il y a un petit côté peut-être que dans fataliste tout ce que là-dessus, j'ai... le moment présent. Oui, mais vois-tu, oui, oui, le pouvoir de l'accueil est une énergie inclusive. Le pouvoir de l'accueil n'exclut pas la lutte. Le pouvoir de l'accueil est bien plus vaste que la lutte encore. Donc le pouvoir de l'accueil, imagine, euh, tu es vraiment malade. Il y a l'instinct de survie. L'instinct de survie est là, non? Ça veut survivre, coûte que coûte. Et à le conditionnement. Le conditionnement va dire il faut faire ça, 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 mais tel et autre protocole, il faut lutter contre la douleur, etc., etc. Le pouvoir de l'accueil, c'est pas à l'opposé de la lutte. Ça inclut aussi ce phénomène. Ça inclut aussi le fait que le mental soit agité. Ça inclut aussi le fait qu'il y ait de la peur. Bah oui, ça veut survivre, ça n'a pas envie de mourir là. C'est jeune, ça va encore vivre. Ça inclut le fait que ça ait envie d'anéantir la maladie. Tu vois ce que je veux dire? Donc le pouvoir de l'accueil, c'est pas à l'opposé de la lutte. C'est une énergie hautement inclusive. Et donc quand les gens me disent oui, mais Nasrine, moi j'arrive pas à accueillir le fait maintenant qu'il y a de la tristesse. Moi j'en veux pas de cette Bien sûr. tristesse. Mais c'est parfait. Alors accueille le fait qu'il y ait de la lutte face à la tristesse. L'idée, c'est vraiment d'aller reconnaître les choses telles qu'elles sont. Le pouvoir de l'accueil n'est pas dans ce sens un outil thérapeutique qui vise à améliorer la situation. Et j'ai envie de le formuler comme ça, pour arriver quelque part, bien que ce ne soit pas possible puisqu'il n'y a que le moment présent, mais pour arriver quelque part à cet état d'évidence, il faut beaucoup s'entretenir avec ce qui se passe ici dedans. Il faut beaucoup s'entretenir avec ce qui se passe ici dedans. Parce que quand tu es dans la lutte et que tu luttes contre la douleur, tu acceptes le fait que tu luttes, non? Donc il y a de l'accueil. Tu vois ce que je veux dire? L'accueil est toujours antérieur à toute chose qui va se manifester par la suite. C'est toujours là. Et comme tu dis, tu es toujours avec ton équipe, donc ton corps. Et d'ailleurs, tu mets à mal un petit peu le concept de pensée créatrice quand tu dis j'ai pu observer qu'aucune pensée, aussi sublime soit-elle, n'a le pouvoir de modifier quoi que ce soit. Seul l'accueil de l'émotion permet un changement durable. Ça, je me suis dit, ah, ça, c'est pas partout que j'entends ça, surtout avec mes invités. Et donc c'est toujours une lutte avec soi. C'est jamais, on n'a jamais, t'appelles jamais les guides, les anges, etc., etc. C'est toujours une lutte, pas une lutte, un accueil de soi à soi, ou de son, je sais pas, son soi lumineux avec son soi matériel. C'est-à-dire que, alors à nouveau, moi je n'ai rien contre les guides ou les anges, ou peu importe comment on appelle ces forces dites supérieures. Ce que j'invite, au fait, tu vois, le pouvoir de l'accueil, il te permet, parce que quand tu es dans un état d'accueil, tu es dans un état de sérénité, quelque part. Tu es comme à l'extérieur de la situation. C'est comme si on te place suffisamment loin d'un tableau pour avoir toute la vue d'ensemble. Donc, c'est à ça que ça mène. Et ça, c'est seulement possible pour que j'ai une vue d'ensemble sur quelque chose. C'est seulement possible si mon corps physique est décontracté. C'est seulement quand je suis relaxée que je peux me poser en moi-même et que je peux voir les choses avec une certaine distance. C'est pour ça que je remets l'accent sur le corps physique et l'importance de l'observer. Et donc le pouvoir de l'accueil nous permet, à travers cette distance avec toutes les choses, il nous permet d'étudier la chose. Quand je dis étudier, je ne veux pas dire par là faire une grande analyse intellectuelle, mais de se mettre en contact avec une chose. Et puis si je prends la notion du guide maintenant, et que j'observe cette notion-là, bah, ce guide, qui est, imaginons, là dans ma main, d'où provient l'idée d'un guide déjà? Enfin, quand il y a souvent les gens, surtout en ces temps très bouleversants maintenant, je reçois beaucoup de questions dans ce sens. C'est comment est-ce que je peux canaliser l'énergie de mes guides pour recevoir les messages, pour savoir ce que je dois faire, parce que je suis perdue et j'ai plus de réponses. Et le monde est tellement dans un chaos grandissant que je sais plus où aller chercher mes réponses. Alors, je veux savoir comment me connecter à ce guide. Eh ben, alors, avant d'entamer avant d'entrer là-dedans, j'ai toujours observé avant tout la chose. Tu parles du guide, prends le guide ici, regarde.
Pose-toi la question qui est l'idée même d'un guide. D'où est-ce que ça provient? Je ne sais pas. Il y en a peut-être qui les canalisent. Peut-être, peut-être. Si on prend un exemple plus simple, imaginons que j'arrive à percevoir une qualité ici chez Philippe. Imaginons que c'est la qualité, la gentillesse. Oui. Cette qualité-là, pour que je puisse la voir chez toi, il faut que je puisse la reconnaître, n'est-ce pas? Ici chez toi. Pour que je puisse reconnaître cette qualité, il faut que cette qualité m'habite, qu'elle soit intrinsèque à ma nature. Sinon, je ne peux pas prendre cette information et la poser sur toi, non? Ça, c'est pour un exemple très simple. Quand je dis de quelqu'un qu'il est gentil ou ceci ou cela, c'est parce que je peux reconnaître cette qualité parce qu'elle m'habite déjà. Parce que cette essence-là, elle est déjà ici en moi. Alors, quand je parle de guide, imaginons que tu es mon guide, Philippe. Oui, je te place ici à l'extérieur. Pour que je puisse te reconnaître en tant que guide, que tu es pour moi, il faut que cette essence, que cette qualité de guide, l'idée même d'un guide, il faut que cela m'habite avant tout. Donc, ça a pris forme ici en moi, non? L'idée du guide. C'est mon esprit qui a forgé le mot la gentillesse ou le mot le guide. Donc, ce que je veux dire par là, fondamentalement, c'est pas que je remets en doute qu'il y a des guides. J'invite juste à peut-être éviter certains détours et qui font que nous devenons dépendants d'une tierce personne pour accéder à des informations que d'autres guides, je ne sais pas, ou anges, ou peu importe comment on appelle ces énergies, leur transmettent. Je n'ai fondamentalement pas besoin d'intermédiaire parce que toutes ces notions de guide, d'être supérieur, de Dieu, de gentillesse, peu importe, sont des qualités qui font déjà partie de cette nature-ci. Mais quand je parle de cette nature-ci ici, je ne fais pas que référence au corps mental et au système émotionnel, mais d'une parcelle de conscience collective qui se donne à travers cette structure. Et la structure nasride est unique au monde. Et donc, elle va capter une portion, imaginons si on veut dualiser vraiment la chose, une portion d'une conscience. Et ça va se donner de cette manière et ça va refléter comme ça reflète ici. Pareil pour Philippe. Il a une structure spécifique, énergétique, biologique, etc. et tout ça. Et à travers lui, va se refléter un état de conscience. Mais ce guide que je cherche est déjà là. Quand les grands sages disent, enfin moi je ne connais aucun grand sage, mais souvent les participants me disaient, les grands sages nous disent, tout est déjà là. Tout est déjà en toi. Et qu'est-ce qu'ils pointent du doigt? Cet état de conscience qui regroupe déjà tout le monde manifesté. Toutes les créations du monde manifesté, guide, Dieu, ange, tout ça est une création du monde manifesté, non? Oui. Et donc, si je veux être en contact avec ce guide, il est là, il est déjà là. Je n'ai pas besoin d'appeler quelqu'un et lui dire est-ce que tu peux composer le numéro de téléphone de mon guide parce que j'ai un problème. Je n'ai jamais aucun problème de connexion, sauf si le corps est crispé. Fondamentalement, le pouvoir de l'accueil nous apprend cela. C'est la base de la base. Si ton corps physique est crispé, tu coupes littéralement, tu coupes vraiment ta connexion à cette parcelle-ci de conscience et qui a toutes les informations en elle pour pouvoir fonctionner de la manière la plus harmonieuse qui soit dans ce monde manifesté. Donc, j'invite toujours les gens, et ils trouvent ça très basique, parfois trop simpliste, et ils me disent pourquoi j'irais tout le temps observer mon corps physique. Parce que tout est déjà là, parce que tout est déjà en toi. Puis après, ils vont me dire oui, mais quand j'observe certaines choses, il y a de la douleur, je vais lutter contre. C'est ok, ça fait partie du processus aussi. La lutte doit aussi être présente. On est dans un monde duel, pas linéaire, non. On est dans un monde évolutif. Si on reprend l'exemple du corps physique, il est tout le temps en train d'évoluer. Ma composition cellulaire et génétique, aujourd'hui, n'est pas la même qu'hier. Bien qu'en apparence, j'ai le même visage, et voilà, mais à l'intérieur, c'est pas du tout pareil. Donc aujourd'hui, je suis une nouvelle version. D'où le mot aussi, renaître en un seul instant. Donc ça renaît tout le temps. Alors, puisque tout ça est toujours dans cette évolution-là, si à un moment donné, il y a une contraction qu'on va appeler la lutte,
c'est ok, c'est passager, il n'y a pas besoin d'en faire une grande histoire. Et même si les gens me disent, mais ça fait 5 ans que je lutte, ne vous inquiétez pas. Au bout d'un moment, la lutte, elle s'épuise aussi. Parce que la vie, c'est comme un océan avec des vagues. La vague va monter, monter, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans de lutte. Et à un moment donné, la vague est à son apogée. Une autre vague va être créée. Et donc, la lutte va s'estomper. Et on va être dans l'accueil. Puis après, il y aura une autre vague avec d'autres choses, d'autres luttes. Je crois que la lutte est importante aussi, comme tu le disais avant, Philippe, parce que ça permet aussi à l'être humain d'être dans une évolution, d'être dans un brassage, tu vois, pour que ça continue à être en mouvement. S'il n'y avait que de l'accueil, on serait totalement Ouais. statique. Et, On serait, voilà. et si on accepte donc ce concept de l'accueil et qu'on se dit, bon, maintenant on va accueillir. Alors, on va vraiment suivre les préceptes de Nasrine. Et alors, est-ce que si nous nous forçons ou que nous pensons être toujours dans l'accueil, est-ce que en gros, je dis si c'est pas vraiment sincère, comme quelqu'un qui va faire des bonnes actions parce qu'il attend toujours quelque chose de positif en retour. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que quand c'est un petit peu artificiel, on va être dans l'accueil, on essaie de, voilà, on, on fait ce que dit Nasrine, mais artificiellement, est-ce que ça marche pareil que si on le faisait d'une façon très sincère? Elle est très intéressante ta question, Philippe, parce que vois-tu, premièrement, on fait ce que dit Nasrine. Jamais. Je J'invite sais, toujours je l'ai vu, la quand j'ai dit base ça, je me du... suis dit, elle va me reprendre parce que j'ai lu ton livre et je sais que tu n'aimes pas ça. Alors, vois-tu, ce n'est pas que j'aime pas, c'est juste que c'est donner beaucoup de Ouais. pouvoir au monde extérieur à nouveau. Alors, c'est ok, on peut faire l'expérience dans ce sens. Mon invitation, c'est expérimenter. Alors, j'offre des choses, je les mets sur la table. Celui qui a envie de manger, qu'il en mange. Mais il est important d'être sceptique. Mm. Moi, quand j'ai une assiette remplie d'aliments, avant de manger, je vais regarder ce que j'ai dans mon assiette. Je vais regarder ce qu'il y a avant de manger. C'est ça le scepticisme. Mm. C'est pour ça que je dis toujours, être sceptique, c'est la base. C'est la base, c'est vraiment la base. Ça me permet d'être dans ce recul et d'avoir une bonne vue d'ensemble sur ce qui se donne. Ah, voilà ce que l'autre m'invite à faire. Voilà ce que dit le grand sage. Voilà ce que me dit le médecin par rapport à mon cancer. Voilà. Mais voilà ce qui se donne. Je ne suis pas obligée de manger. Je vais d'abord regarder avant de manger. Et puis la deuxième chose, c'est que la question, comme elle est posée là, vois-tu, elle est posée de manière à ce qu'on puisse faire de l'accueil un Mm. outil. Et je comprends tout à fait parce que c'est comme ça que nous avons été conditionnés. Le cerveau de l'humain est conditionné de manière à ce qu'il continue à croire sans cesse qu'il est incomplet. Et parce qu'il croit qu'il est incomplet, il a besoin d'outils. L'un ne va pas sans l'autre. Hein. Donc c'est le jeu du manque et du remplissage du manque. Donc imaginons, vu que ma vie n'est pas encore totalement épanouissante, ou que j'ai encore des douleurs, ou des problèmes de relations de couple, parce que le pouvoir de l'accueil couvre toute l'existence, eh ben, qu'est-ce que je vais mettre en place? Qu'est-ce que je vais faire pour atteindre mon objectif? Et vois-tu, derrière cette intention qui est emballée derrière un magnifique tissu scintillant, magique, il y a de la lutte. Mm. Oui. C'est ça qui est à observer, tu vois. C'est de se dire, ok, ben moi j'ai un problème, qu'est-ce que je vais faire pour contrer le problème? Non, mais on va me dire, non, mais c'est pour aider. Mm. Je ne sais pas, c'est à chacun d'observer. Quand je prends, je ne sais pas, quand mon corps physique a une douleur et quand je mets en place un régime alimentaire pour qu'il aille mieux, quand je fais tout ça, est-ce que c'est pour l'aider ou est-ce que c'est parce qu'il y a de la peur? Ah. Que la peur qui se détériore. Je ne dis pas qu'il ne faut pas mettre en place les choses. Là n'est pas le problème. L'outil en soi n'est jamais le problème. Jamais. C'est la posture intérieure que j'adopte quand j'utilise l'outil. Tu vois, c'est juste ça. Alors si j'utilise cette hygiène alimentaire dans le but de... et que je suis dans une posture de lutte, ça ne va pas être bon pour le corps physique. Tu sais, on en a fait des tests, et il y en a eu des tests où on a alimenté les gens avec les meilleurs compléments, les meilleurs aliments, et où on induisait un état de stress. Et les résultats à la fin sont catastrophiques. Alors, je te fais des résumés, Ah oui, hein. vas-y.
Donc, tu vois, on donne beaucoup de pouvoir à l'extérieur. C'est oui, il faut que je mange tel aliment, il faut que je prenne telle vitamine, surtout à la pandémie du moment, il faut que j'aide mon corps physique à augmenter son système immunitaire. Mais je peux prendre tous ces compléments si si mon corps physique n'est pas détendu. Alors tout ce que je vais mettre en Ouais. place et toute l'énergie et l'argent et tout ce que je vais mettre là en place, ça vaudra que dalle. Juste que dalle. Parce que quand mon corps physique est crispé au niveau cellulaire, il est composé de milliards de cellules. Et ces petites cellules, elles sont hypersensibles à notre système émotionnel. D'où tous ces écrits dont je te parlais quand j'ai donné à ma prof de biologie et que j'ai pu donc transmettre par suite à des épigénéticiens. Et on a pu faire de belles découvertes dans ce sens. Donc toutes ces cellules, elles sont super sensibles. Ça vibre tout le temps. C'est alors statique, mais au fait, c'est tout le temps là. Et c'est très sensible à une émotion particulière, à la peur. Quand il y a de la peur, donc un état de lutte, de stress, quand je dis non à une douleur, c'est parce qu'il y a de la peur face à la douleur, sinon je ne dis pas non. Et c'est ok de dire non et d'avoir peur. Et ben cette cellule, au fait, elle est composée de beaucoup d'entrées d'eau, au fait. C'est des petits pores par lesquels passe l'eau. Et l'eau est le constituant de base énergétique de cette entité, n'est-ce pas? Alors quand il y a de la peur, toutes ces cellules, les portes se ferment et la cellule se meurt. Elle se déshydrate. Alors imagine, ma petite cellule, elle est toute fermée comme ça, je suis super stressée, il y a un virus qui va me tuer, oh mon Dieu, et on me dit tout ça, et je bouffe tout ce qu'on me donne au téléjournal, et donc j'agonise devant le téléjournal que je regarde en mangeant. C'est bien fait, hein, ils ont bien pensé à la chose. Enfin bref, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais imagine, il y a toutes les cellules qui sont fermées, et à ce moment-là, je vais me dire, oh, je vais amener plein de vitamines. Elles ne peuvent pas rentrer. J'arrive pas à mieux schématiser. Ouais, c'est bon, l'image est bien. Ça ne peut pas rentrer. Voilà, parce que état de stress. État de stress veut dire quoi? Refoulement de la peur. Mais si je suis là devant le téléjournal et je me dis, oh mon Dieu, toutes ces choses et comment je vais faire et comment je vais protéger tout ce que j'aime et moi-même et mon système immunitaire, et au lieu de continuer à être happé par ce film, je me dis, attends, c'est quoi l'émotion? Ah ben c'est de la peur. Ben oui, on a eu, il y en aura encore. C'est l'ingrédient de base, surtout en ce moment. Hein, c'est notre aliment de base. Donc ok, il y a de la peur. Ben, je fais quoi? Ben, le pouvoir de l'accueil invite à observer la relation que j'ai avec l'entité ici. Et là, je regarde le système émotionnel. Donc je vais regarder, je vais me dire, il respire ici, le corps physique, de manière thoracique, il est devant son écran, il est complètement stressé et j'essaie de lui donner à manger. Les meilleurs brocolis, 1000 balles le brocoli, hein, le meilleur truc. Je me suis ruinée pour acheter mon brocoli. Et ça sert à rien de le manger, là, t'es d'accord? Il y a tout qui est fermé. Alors je vais me dire, oh, il y a de la peur. Ok, alors attends, je pose ma fourchette, j'éteins cet écran à la con, voilà, et je vais juste me mettre un moment en contact avec cette entité-ci. Et là, j'observe qu'il y a de la peur. Juste, j'observe qu'il y a de la peur. Peut-être j'arrive à communiquer avec la peur. Peut-être que j'arrive à lui dire, chère peur, je te vois. Bien, la peur, elle se sent reconnue, elle entend. Ah, c'est bon, il y a un contact qui se crée avec elle. Elle n'a pas besoin d'analyse, hein, c'est pas depuis quand, pourquoi, est-ce que c'est à cause de ma mère, mon père, à cause de je sais pas quoi, quel homme de Cro-Magnon qui vivait là, enfin, elle s'en fout de ça. Elle veut juste un contact, lui dire, ok, c'est bon, je te vois. Peut-être que après ça se donne comme ça se donne, il n'y a pas de protocole. Moi j'aimais bien les phrases de chère peur, je t'accueille pleinement, tu as le droit d'exister, c'est ok. Des fois dans la vie de l'humain il y a de la peur, des fois il y a de la joie, des fois il y a du soleil, des fois il y a de la pluie, enfin voilà. Je choisis pas moi quand il pleut ou quand il fait beau. Et pour avoir ce recul qui te permet l'accueil, tu fais des exercices, la méditation. Comment tu entretiens j'allais dire ton cerveau, mais c'est pas que le cerveau. Alors vois-tu, très cher Philippe, c'est la merveilleuse question et la réponse était aussi simple que cela, c'est en observant sa respiration. À chaque fois que je te parle, à chaque mot, mon attention est là, mais elle est ici aussi. Je vais observer comment ça inspire. Mais ça se donne tout seul au bout d'un moment. Au début, les gens vont dire, ouais, mais attends, quand même. Mais on a tellement de temps dans notre vie quotidienne qui paraît tellement stressante et remplie. Mais on a tellement de temps parce que ça prend une seconde. Quand je suis au volant, en voiture, juste, au lieu de maudire au lieu de maudire l'embouteillage, non.
Ouais, je vais juste observer, il n'y a aucun souci si on veut maudire l'embouteillage, si on a besoin de sortir notre colère et de nous plaindre. La plainte, c'est très bon pour le système émotionnel. Mais je veux juste dire par là, on observe. Bah tiens, comment ça se donne ici? Oh, il est complètement crispé, j'étais comme ça au volant. Ah oui, ça m'étonne pas que j'ai mal à la nuque depuis 2 jours. Ça fait 2 jours que je me tape l'embouteillage. Donc, c'est juste observer ça, comment ça respire. Je te jure, c'est aussi simple que cela. Ouais. C'est aussi simple, ça commence par là. S'il n'y a pas cette connexion-là au corps, tout le reste, pour moi, c'est du vent. Parce que combien de personnes j'ai eues qui m'ont dit, alors en consultation privée, alors j'ai un problème psychologique, je veux traiter ce problème psychologique. Ah, bah, par quelle porte est-ce qu'on rentre? Bah, par la porte psychologique, bah, la voie mentale. Puis je leur disais, mais on va commencer par, et je leur présentais à chaque fois un verre d'eau, on va commencer par hydrater ce terrain. Parce que s'il y a un problème psychologique, ça veut dire que votre terrain santé, ça veut dire que votre terrain de base, toutes ces cellules ici, elles sont complètement desséchées. Et si c'est le désert ici dedans, comment voulez-vous aller planter des graines de conscience, de révélation? Comment voulez-vous? C'est pas possible, ça va jamais prendre. Aucune graine, aussi belle soit-elle, ne va jamais pouvoir croître. Et ça doit aussi croître à travers le corps physique. Et je crois que nous oublions l'importance du corps physique parce qu'on est trop pris par la tête. Tout se passe par la tête. Tout est toujours dans la tête. Les gens sont tout le temps dans leurs projets. Soit ils se trimballent un passé révolu, non rectifiable, super douloureux, qu'ils essayent tout le temps d'aller résoudre de manière intellectuelle en essayant de comprendre que oui, c'est parce que maman souffrait d'un abus, truc machin, qu'aujourd'hui j'en suis là. Mais tout ça, toutes ces merveilleuses révélations restent stériles si mon corps physique, n'est pas détendu, et quand il est détendu, je peux l'hydrater. Quand la cellule est ouverte, je lui donne de l'énergie. Si lui a de l'énergie, il va s'apaiser. Si lui est apaisé, ma tête va s'apaiser naturellement. Tu sais qu'il y a eu tellement de gens, même dans les séminaires, qui me disaient « je souffre d'angoisse ». Juste en buvant de l'eau. C'est là où j'ai certains médecins qui m'incendient, qui m'ont incendié quand j'ai sorti le livre La Nutri-Émotion et qui me disaient votre approche est beaucoup trop simple. Bien sûr que ça faisait peut-être un peu d'ombre à quelque chose de beaucoup plus sophistiqué, mais c'était pas mon intention. J'avais aucune intention d'ailleurs quand j'écris, j'ai aucune intention. C'est juste de partager des choses tellement simples de la vie et qui rendent notre vie tellement savoureuse, tellement merveilleuse. Mais s'il n'y a pas assez d'eau, ici dedans, alors je peux essayer d'accueillir l'émotion, je peux faire toute une psychanalyse sur ma vie, ça ne va jamais s'ancrer physiquement. Et si mon corps physique ne s'imprègne pas de cette information-ci, je ne vais pas pouvoir la vivre de manière physique à travers mon corps physique. Ça me paraît pourtant assez logique. Mais tu vois, on reste suspendu ici. Il faut comprendre, analyser, prévoir, projeter, tout le temps. On est tout le temps ici. Et le pauvre mental, il suffoque par moments. Il pète un câble. Il devient dépressif, il devient schizo, il devient bipo, il devient le pauvre. Parce qu'on l'exploite trop. J'ai 3 enfants, ou je sais pas, ou 3 employés, imaginons, le corps, le mental, le système émotionnel. Pour que mon entreprise, pour qu'elle fonctionne, pour qu'elle puisse fleurir de manière sereine, je vais avoir une bonne relation avec mes 3 employés. Je vais aller leur demander tous les jours, mais comment tu vas? Toi, aujourd'hui, je te fais un bisou? Non, je t'en donne 3. Parce que c'est génial ce que tu fais. C'est génial ce que tu es en train de faire là. Combien de milliards de fonctions est-ce qu'il n'exécute pas maintenant? Et moi, je fais quoi? Rien, je suis juste assise ici et je kiffe mon moment avec Philippe. Mais il travaille tout seul pour moi. Quand est-ce que j'ai cette reconnaissance-là? Tu vois, alors le pouvoir d'accueil nous invite aussi à observer. Et quand on observe, c'est pas protocolaire en se disant oui, il faut faire de la gratitude le matin. Non, mais quand tu observes ce miracle, tu as juste envie de te prosterner, tu as envie de lui faire des bisous, tu as envie de dire merci, c'est génial. Peu importe qu'il soit malade ou pas, c'est un univers qui est tout le temps en expansion, qui évolue, qui amasse tellement d'informations. C'est tellement plus puissant que le plus puissant des ordinateurs quantiques qu'on puisse s'imaginer. Et nous, quoi? Nous, on le dévalorise. On ne lui dit jamais merci. On a peur quand il y a un petit virus qui traverse la sphère. On se dit, oulala, attention, tu vas mourir. Mais il a traversé bien pire que ça. N'est-ce pas? La première cellule est née il y a des millions d'années.
Donc quand je me mets en contact avec ce corps physique, c'est pas le corps physique de Nasrine qui a tel âge et qui a expérimenté que ce peu d'années. Non, quand je m'adresse à ce corps physique, je m'adresse à la mémoire de la première cellule et de toute son évolution. T'imagines, Philippe, de la première cellule à maintenant, tout le travail qu'il y a eu, Et oui. cette faculté d'adaptation, cette force intérieure, cette intelligence qui nous échappe complètement, même au monde scientifique. Mais si je ne porte pas mon attention et si je ne m'intéresse pas à cette machinerie-ci, à ce miracle-ci, bah alors je vais absorber, désolé de dire comme ça, les conneries qu'on me sert quotidiennement. Fais attention, ton corps physique est vulnérable, il risque de crever en 2 minutes, si tu lui donnes pas ça et ça et ça, bah oui, ça fait marcher le business. Et j'ai rien contre les... Mais si je me relie à ça et que j'observe cela et que je lui permets d'être dans cette relaxation, toutes les portes s'ouvrent, mon corps a accès à son savoir inné, et ce savoir inné, il est vaste comme l'univers. Et que savons-nous de l'univers aujourd'hui? Pas grand-chose, peut-être. Enfin, ça fait pas longtemps qu'on est sur Terre non plus. Exact. Et heureusement qu'on n'en sait pas grand-chose. Je pense que c'est ce qui va sauver l'humanité, justement. Bien qu'elle n'ait pas besoin d'être sauvée, mais je le dis comme ça. Parce que si on savait tout, alors on pourrait utiliser cela. Tu vois, pas forcément à bon escient. Mais comme on ne sait pas, et que tout est toujours au stade expérimental, tu demanderas au meilleur scientifique, au meilleur producteur de médicaments, il va toujours te dire, on est toujours au stade expérimental. C'est toujours expérimental. Et les scientifiques avec lesquels j'ai pu collaborer, et le dernier, un merveilleux être et qui était sur le point de mourir, et je lui disais, est-ce que tu peux juste me dire, parce que moi je suis chiante jusqu'au bout, mais on s'entendait bien, il savait que c'était bienveillant. Je lui disais, est-ce que tu peux juste me dire, conclusion, tu as consacré toute ta vie à la science, à la recherche, quelle est ta conclusion? Il m'a dit, j'en sais rien. Je repars d'ici sans conclusion. Et c'était magnifique de pouvoir observer cela. La frustration. Je crois que c'était de l'ordre, tu vois, humainement parlant, peut-être de la frustration, mais aussi comme il était sur le point de partir, pour lui, c'était comme, tu vois, je suis face à une telle grandeur que je ne peux que me prosterner finalement. Tu vois, c'est tellement magique ce qu'on nous propose ici comme monde manifesté, y compris ceci, bien évidemment, parce qu'il n'y a pas d'extérieur sans ceci, puisque tout émane de ceci. Ça, c'est ma projection. Donc, je trouve ça merveilleux de vivre sans conclusion. En effet, quand j'ai une bonne relation avec mon équipe terrestre, que j'ai une relation solide, j'ai pas besoin de conclusion. De toute façon, c'est pas possible, parce que c'est tout le temps en train d'évoluer. Non, Donc, puisque mon corps physique n'est pas statique, pardon, je vais faire juste la parenthèse, puisqu'il n'est pas statique, je ne peux pas émettre de conclusion. Et donc, ça veut dire que les statistiques sont toutes fausses. On a 7 milliards environ de corps physiques. Et chacun, bien qu'elles se ressemblent en apparence, chacun est différent. Chacun a son propre savoir inné. Ils sont tous reliés à un savoir qui est propre à cette première cellule qui est née à fort longtemps. Mais chaque corps physique a évolué à sa manière, d'une autre façon, a hérité d'autres choses. Et donc, on ne peut jamais mettre de conclusion. Avant de passer aux questions des internautes, j'aimerais quand même te poser 2 petites questions. Alors, c'est quoi ta définition de la vie? Et après, j'en ai une autre qui va se rapprocher un petit peu, mais qui n'est pas tout à fait la même. C'est une exploration sans conclusion. Ouais. D'accord. C'est une exploration sans conclusion. Une exploration de chaque instant. Elle a un but? Sans conclusion. Elle a quand même un but, non? S'il n'y a pas de conclusion, il n'y a pas de but. D'accord. Bon, ça peut être un but inachevé. sur peut-être plusieurs générations. Si on croit à la réincarnation, sur plusieurs incarnations. C'est tout à fait possible. C'est comme tu dis, tout dépend. Tu vois, c'est pour ça que toutes les réponses sont justes et toutes les réponses sont
simultanément fausse. Parce que si j'observe la vie à partir de cette perspective-ci, alors je vais la voir à partir de là. Je vais voir que ce qu'il y a ici devant. Mais il faut jamais que j'oublie que je n'en vois qu'une partie. Donc, ça, c'est ma réalité du moment. Elle est là avec Philippe. Mais si je regarde depuis ici, je vais voir Philippe d'un autre angle de vue. Et ma réalité face à Philippe, elle va changer. Philippe sera différent pour moi comme ça que comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Donc, tout dépend du point de vue. Alors, si maintenant je me dis, ben, la vie, je sais pas, il y a des gens, beaucoup de gens d'ailleurs cherchent leur mission de vie. Moi, je dis toujours vivre, tout simplement. Si tu arrives à faire ça, mission accomplie. Tout le reste, après, s'imbrique. Parce que si on regarde une petite cellule, tu vois, ma petite cellule de, je sais pas, de mon estomac, ma petite cellule de mon estomac, je pense qu'il lui est possible de fonctionner aussi bien que cela parce que elle ne se pose pas de questions. Elle incarne complètement ce qu'elle est censée faire. Tu vois ce que je veux dire? Ça se donne dans un naturel. Elle fait ce qu'elle a à faire. Ça se fait. Elle n'est pas là à se dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai bien fait, est-ce que hier j'ai bien fait, est-ce que je vais avoir un bon karma parce que j'ai pas fait ou j'aurais dû faire. Non. Donc à l'échelle humaine, si je considère ça comme étant une cellule parmi un organisme qui est l'humanité, qui est constitué d'environ 7 milliards de cellules, sans compter les végétaux, les minéraux, les lutins et les guides et les anges. Donc je me dis que cette entité-ci, eh ben, elle fait déjà ce qu'elle a à faire. Elle fait déjà ce qu'elle a à faire. Mais si je fige, si je crée une conclusion en disant ma mission de vie c'est ça, paf, je mets un point final. J'enlève toute possibilité d'évolution. On est des êtres multidimensionnels. Pourquoi est-ce que je réduirais ça à juste faire ça, à juste être ça? Momentanément, c'est ça. Demain ou dans 10 minutes, ce sera différent. Maintenant, je te dis blanc, dans 10 minutes, tu verras, ce sera noir. Parce que tout change. Parce qu'en tant qu'être multidimensionnel que je suis, je vais pouvoir changer de point de vue. Je change tout le temps de point de vue. Jamais tu me verras figé ici. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Alors on dira, ça c'est du maintenant, ça c'est la vérité du moment, et dans 10 minutes, ce sera autre chose. Parce que tout a changé. Et ta définition du bonheur, voilà. Le bonheur. C'est à quoi on aspire tous. C'est un un état naturel. Un état naturel, tu vois. C'est intrinsèque à l'humain, mais on y a mis trop de connotations à ce mot bonheur. Est-ce qu'on peut, vois, le toucher? Est-ce qu'on peut le toucher? Est-ce qu'on peut se dire waouh, je suis heureux? Est-ce que c'est pas quelque chose qu'on attend toujours plus? Oh. Bien sûr qu'il y a ce que tu évoques là aussi, bien sûr. Il y a aussi toute forme d'addiction au bonheur. On n'est pas que addict au chocolat, à la clope et tout ça, non. Il y a des addictions qui parfois me paraissent pires que cela, l'addiction au bonheur, à la joie. Parce que souvent on dit aussi, ah mais la joie, une fois que tu es dans ton énergie spirituelle et que tu t'es purifié, que tu as aligné tes chakras et tout ça, alors tu goûtes à une joie omniprésente. Non. Pour moi, pas au niveau de la sphère humaine. Ça, je le goûte, mais pas dans la sphère humaine. Dans la sphère humaine, c'est duel. La joie, elle est là, et dans 10 minutes, elle n'y sera plus. Et fort heureusement, parce que sinon, ça n'évoluerait pas. Si ce serait de la joie tout le temps, c'est l'arrêt cardiaque, tu vois, c'est la ligne droite, le truc chiant, quoi. Et peut-être que pour apprécier la joie, il faut avoir de la peine. Exactement, Philippe. Vive la dualité. Les contrastes sont enrichissants, sont bons à manger. Donc, il faut pouvoir goûter à la joie et savourer la joie quand elle est là. Et par moments, il y a de la peur qu'on va manger, de la colère, de la tristesse, du désespoir. Après, il y aura de l'amour. Après, il y aura ceci et cela. Et c'est ça toute l'expérience, je crois, de l'être humain. Donc, le truc omniprésent, c'est un état antérieur. C'est quelque chose qui est de l'ordre d'un autre état de conscience. Tu vois, mais pas dans cette sphère-ci.
Moi, j'en ai côtoyé et j'en connais, j'en connais deux, trois, des sages très connus, mondialement connus. Mais aucun, quand je lui demandais, je lui dis, mais est-ce que toi, tu goûtes à cet état permanent? Il me disait oui, mais pas dans la sphère humaine. Ben non. Mais parfois, et peut-être c'est là où, peut-être c'est dommage, enfin j'en sais rien, je dis ça comme ça, mais peut-être que ce n'est pas exposé avec assez de détails. Peut-être qu'on n'explique pas suffisamment euh, ce que veut dire cette joie omniprésente et qu'elle n'a rien à voir avec ma condition humaine. Ma condition humaine, elle peut y goûter, mais que par fragments. Parce que la vie est un mouvement, tu vois. Donc ma condition humaine, elle va avoir la joie, puis après plus, puis oui, puis non, puis oui, puis non. Ben voilà, c'est comme ça. Mais il y a un autre état, comme le ciel, là, qui, disons, ne bouge jamais. Et dans cet état-là, dans cet état de conscience-là, la joie, elle y est tout le temps. On pourrait le dire comme ça, mais si la joie y est tout le temps, alors je ne peux même plus dire qu'il y a de la joie, parce que je ne peux pas l'opposer à quoi que ce soit d'autre. C'est naturel. Et c'est là où les gens disent, il n'y a que ce qui est. Ce qui est. Voilà. Ok, Et le ce qui est, ben voilà. On va passer aux questions des internautes alors. Avec grand plaisir, Philippe. Voilà, et merci Christelle qui m'a envoyé toutes ces belles questions. Alors, on va commencer. Alors, où sont les questions? Elles sont là. Est-ce que ce sont bien des questions pour toi? Que je ne me trompe pas, hein? Voilà, on regarde bien, on vérifie. Mais bon, elles sont bien pour toi. Alors, c'est Sophie qui commence. Bonsoir à tout le monde, voici ma question. Les rêves et cauchemars sont-ils des messages de notre équipe terrestre? Hey, merveilleuse question. Alors, le monde onirique est un univers en soi, très chère Sophie. Il est vrai que l'équipe terrestre, alors, moi j'aime bien schématiser un peu de cette manière-ci. Il y a l'équipe terrestre, puis après il y a le conditionnement. Pour moi, c'est à mettre un peu à part. C'est-à-dire qu'il y a l'énergie, l'intelligence, le savoir inné qui est propre à mon équipe terrestre. Puis après, il y a le conditionnement. C'est-à-dire toutes les informations qu'on a amassées sur toute notre vie, des choses qu'on nous a inculquées dès notre plus jeune âge, etc. Donc, mon équipe terrestre, si elle a un message à me faire parvenir, elle n'a pas besoin de faire de détour, elle n'a pas besoin de passer par le monde onirique, elle n'a pas besoin de me faire passer un papillon et attendre que j'interprète quoi que ce soit. Mon équipe terrestre communique uniquement à travers l'intuition. Et l'intuition est un état d'une neutralité absolue. L'intuition, je ne ressens rien. Il y a le téléphone qui sonne, je sais que c'est Philippe qui m'appelle. Au moment où j'ai le mot Philippe qui s'affiche quelque part dans cette conscience-ci, il n'y a aucune émotion. Il n'y a pas 360 000 images, il n'y a pas de bouleversement, c'est très neutre. Donc lorsqu'on parle des cauchemars, des rêves également, c'est le conditionnement qui vient projeter d'autres informations. Très souvent, c'est agité, oui, parce que l'agitation est à l'ordre du jour, surtout depuis 1 an et demi. Donc, beaucoup de gens me disent, j'arrête pas de faire des cauchemars. Alors, je crois qu'il est très important de ne pas trop prendre à cœur ces cauchemars, de ne pas trop s'identifier à cela aussi, parce que ça fait partie de la collectivité. Et donc, moi, je peux tout à fait capter, je sais pas, les émotions de Philippe, les cauchemars de Philippe, etc., etc. Donc, gardons un certain recul là-dessus et disons-nous, mon conditionnement avait besoin de s'exprimer durant la nuit. Ok. Voilà, j'en resterai là. Okay. On continue avec Laurence. Comment, après tant d'années, avoir pensé être cette personne que je suis, qu'en fait, je ne suis pas ce que je suis, même si je peux le concevoir et l'observer? C'est un peu compliqué comme question. Tu veux que je te la redise? Alors, la question, c'est comment... Comment, après tant d'années, avoir pensé être cette personne que je suis, qu'en fait, je ne suis pas ce que je suis, avec point d'interrogation, même si je peux le concevoir et l'observer. Elle arrive à avoir le recul, mais en fait, avec le recul, elle voit qu'elle n'est pas ce qu'elle est. Enfin, en gros, c'est ça.
C'est génial, c'est génial. C'est là une merveilleuse observation. Il y a comme quelque chose qui se met en contradiction, Oui, c'est hein. ça. Puis en fait, c'est juste deux points de vue. Alors, si je regarde la vie à partir d'ici, c'est-à-dire en m'identifiant à Nasrine, si je me dis que je suis Nasrine, donc que je suis ce corps physique, je suis ses pensées, je suis ses émotions, ça va me donner une réalité, hein, une réalité qui est propre à ce degré d'identification. Puis dans son cas, comment est-ce qu'elle Elle s'appelle? s'appelle Laurence. Laurence. Alors dans ton cas, très chère Laurence, c'est que ton point de vue, à un moment donné, a changé. Donc, tu t'es retrouvé à un endroit où tu as pu comme voir qu'il y avait une Laurence qui se prenait pour Laurence, mais qu'il y avait quelque chose qui observait aussi que c'était juste une forme d'identification. Donc, il y a une autre perception. Et ces deux perceptions-là, je crois qu'il est très important de ne pas vouloir les allier, de ne pas vouloir les faire fusionner en un seul centre, bien que tout ceci fasse partie d'une seule et même chose. Mais l'esprit humain n'arrive pas, je crois, à lier cela. Il faut laisser l'être humain, être identifié à sa vie d'être humain, c'est OK. Puis après, il y a cet autre point de vue, cet autre état de conscience qui voit que ça n'est pas cela. Mais ça ne peut pas demander à Laurence de ne plus être Laurence, sinon Laurence devient complètement dysfonctionnelle. On dirait que tu parles d'un robot. On continue avec Sophie. Que dire des maladies qui touchent les enfants en bas âge, qui n'ont pas encore de conditionnement comme un adulte? Pourquoi vit-il la maladie? Alors, c'est là un vaste sujet, très chère Sophie. Et euh, quand on observe la vie à travers une vision duelle, bah, on dissocie forcément les choses, hein. Il y a Sophie, il y a Philippe, il y a Nasrine, trois entités séparées. Mais au niveau de la conscience, où ce champ unifié, où tout se donne à travers une seule conscience, c'est-à-dire que Philippe, Nasrine, Sophie, qui souffrent, c'est finalement la même chose. Eh ben, quand il n'y a plus cette distinction, euh, on se rend compte que finalement chaque être humain est comme un réservoir, est comme un espace vide et qui a la capacité de capter des informations. Alors pour cet enfant par exemple, ce sera une maladie. C'est pas propre à l'enfant lui-même, c'est pas forcément propre à sa vie, propre à son environnement ou à ce que ses prédécesseurs ont vécu. C'est fondamentalement quelque chose de très impersonnel, la vie. Alors, on peut l'expliquer de différentes manières selon le point de vue qu'on va adopter à nouveau. Si je suis très identifiée, je vais me dire, ok, ben cet enfant-ci est malade. Pourquoi? Il est dans un état d'accueil, il ne devrait même pas être malade. Alors, je peux me dire, oui, ben lui peut-être est cet espace d'accueil pour des émotions qui sont refoulées, qui ont peut-être été refoulées, je ne sais pas, dans la lignée familiale ou qui sont refoulées dans le monde. Alors, si on regarde à l'échelle humaine, 7 milliards d'individus, hautement anxieux, ça veut dire 7 milliards de peurs qui sont refoulées à chaque instant. Ben oui, ben ces peurs, il faut bien qu'elles aillent se loger quelque part pour être vues, pour être expérimentées, pour qu'elles puissent être reconnues. Peut-être que ces enfants en bas âge-là servent de reflet ou de réceptacle d'accueil face à ces émotions refoulées. C'est une hypothèse parmi tant d'autres et on pourrait en parler, aller Ouais. explorer cela sur des heures. Mais c'est une possibilité. J'invite Sophie à observer à travers son point de vue. Ok, on continue tac, 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 où j'en suis. J'y arrive, hein. Je me suis un petit peu embrouillé avec les questions, mais je vais y arriver. Tranquille, Oui. tranquille. Hein. Alors, tac, tac. Voilà, je l'ai. Alors, bonsoir. Alors, c'est Isabelle. Comment accueillir la colère dans son corps? Le fait de l'accueillir nous évite-t-il de l'exprimer? Merci pour votre réponse. Merci très chère Isabelle. Comment accueillir la colère dans le corps? Alors, déjà, ce qui est merveilleux, c'est que tu te rends compte, Isabelle, qu'il y a de la colère. Ça, c'est bravo à toi. Tu peux te remercier, te faire des bisous. Parce que cette reconnaissance-là est vraiment capitale. Puis, comment accueillir la colère? Alors, je dirais, en premier lieu, en observant donc le corps physique, pour qu'il puisse se détendre, en absorbant de l'eau, très chère Isabelle. Et tu peux t'imaginer que cette eau que tu vas boire, on appelle ça l'accueil physique.
Alors tu vas t'imaginer, si ça t'amuse de faire ce petit exercice, cette petite expérience, tu vas t'imaginer que cette eau, c'est la colère. Alors avant de boire cette merveilleuse colère, peut-être, si l'élan y est, on ne veut rien forcer, tu observes, ça va se donner à travers tes mots, à travers ta singularité, et peut-être que tu peux lui dire à cette colère, ma chère colère, tu vois, je te vois, et tu as le droit d'exister, et je t'accueille pleinement. Et puis, peut-être, je t'aime, je sais pas, je t'aime sans raison. Et donc, je t'invite à ce moment-là à boire en conscience cette colère. Ça s'appelle l'accueil physique. On fait ça avec de l'eau, on fait ça avec des aliments, selon ce qui se présente. Donc ça, c'est une manière très simple d'accueillir physiquement, parce qu'on veut amener l'information au niveau physique. Donc voilà mon invitation, très chère Isabelle. Ok. On continue avec Laurence. Par quel processus sommes-nous tous interconnectés? Tu nous en as parlé au début de l'émission. Elle dit que c'est un peu flou pour elle. Laurence. D'accord. Ok. Alors, par quel processus sommes-nous tous interconnectés? Je ne pense pas même qu'on puisse parler de processus, parce que là, un processus, c'est comme quelque chose qui se donne dans un espace-temps qui se déroule et qui a une espèce de logique qui se suit. Pour moi, c'est plus de l'ordre d'une manifestation spontanée. C'est-à-dire qu'il y a une conscience, après c'est schématisé et créer d'autres concepts encore, donc je pense que ça, voilà, mais à toi de voir comment ça résonne. Mais je pense qu'il y a une conscience collective, si on veut dire, imaginons que l'humanité soit une conscience collective. Et dans cette humanité, il y a plein de petites cellules. Et pour que cet organisme-ci puisse fonctionner, il faut que toutes les cellules reçoivent à chaque instant toutes les informations qui ont lieu à travers cette entité-ci. Donc chacune des cellules doit recevoir l'information d'une cellule ici, d'ici, là au fond. Tout est interconnecté. Cette interconnexion ici, au niveau biologique, elle se donne grâce au pont hydrogène. Voilà l'interconnexion ou le processus d'interconnexion. Après, au niveau de l'humain, on va parler de quelque chose qui est beaucoup plus abstrait et qu'on pourrait appeler cette conscience collective. Cet état d'être qui nous relie tous, ou l'être tout court, hein, parce qu'on est tous, on a tous expérimenté le nourrisson, il est dans une perception qu'on peut appeler l'être. Il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de scission, il n'y a pas de dualité, parce qu'il ne fait pas la différence entre lui, le lait maternel qu'il va boire, lui et les parents, lui, l'air qu'il respire. Tout ne fait que un. Et donc, on pourrait dire que, si on veut répondre à ta question, que ce processus d'interconnexion pourrait être finalement cette composition qui n'est autre que l'être, pardon. L'air aussi, mais l'être. Donc, ça pourrait être quelque chose qui relie toutes choses avant que les choses se scindent et donnent naissance à toutes ces cellules tellement individualisées. C'est à explorer. Je pense que plus tu vas explorer ceci, plus tu auras tes réponses, parce que tout est déjà là. On continue avec Faiza. Nasrine, êtes-vous passeuse d'âme? Si je suis passeuse d'âme... C'est Faiza qui demande ça. D'accord. Passeuse d'âme, je ne comprends pas. Alors, les passeuses d'âme, c'est des personnes qui aident les défunts à aller dans la lumière, pour trouver le chemin de la lumière. Des personnes qui sont restées un petit peu coincées sur le plan terrestre. Ok. Ok. Alors, c'est là une question très intéressante. Alors, je ne suis pas passeuse d'âme, bien que la médiumnité, je connais. Et il y a eu beaucoup de consultations dans ce sens. Mais ce n'était pas du tout pour aider le défunt à traverser quoi que ce soit. C'était pour aider la personne qui était restée ici à accueillir les émotions refoulées. Donc, je suis passeuse d'émotions refoulées. Très bien. On continue avec la puissance de la lumière. C'est le nom de la personne qui écrit. Bonsoir Nasrine. Observer ses pensées et ses émotions et les accueillir, suffit-il à trouver une paix ou faut-il se détacher de ses croyances et son conditionnement avant?
est-ce que tu peux Oui, bien sûr. reformuler la question très rapidement? Observer ses pensées et ses émotions et les accueillir, suffit-il à trouver la paix? Ou faut-il se détacher de ses croyances et de son conditionnement avant? Ok. Alors, la question est très intéressante, bien qu'elle elle est posée dans un sens où on veut trouver la paix. C'est ça. Voilà, c'est la quête de la paix. Et au fait, peu importe la réponse que je vais pouvoir donner dans ce sens, que ce soit faire d'abord ceci, faire d'abord cela, la paix, elle va nous échapper dans ce sens. Alors, ce que je t'invite à faire, toi qui poses la question, je t'invite, la prochaine fois que l'élan est là, qu'il y a quelque chose qui appelle à cette paix, j'aimerais que tu te poses la question suivante qui est: est-ce qu'il y a quelque chose maintenant, dans ce moment présent-ci, qui m'empêche de goûter à la paix? Est-ce qu'il y a quelque chose maintenant, concrètement maintenant, qui m'empêche de goûter à la paix? Peut-être qu'il y aura comme réponse: oui, il y a une douleur. Alors ce sera: est-ce que la douleur m'empêche de goûter à la paix? Oh, mais il n'y a pas que la douleur, il y a des pensées négatives. Très bien. Hein, le pouvoir de l'accueil, c'est inclusif. Très bien. Donc, est-ce que ces pensées négatives m'empêchent maintenant de goûter à la paix? Oh, il y a beaucoup de peur. Est-ce que la peur m'empêche maintenant de goûter à la paix? J'aimerais inviter dans ce sens-là. Ok. On continue avec Maïlis. Comment accepter là où les douleurs, surtout quand elles sont récurrentes et aiguës? Alors, comment accepter? Je ne crois pas qu'on puisse... Tu vois, Maïlis, on n'est pas... Si on était un robot, ce serait plus simple. On pourrait appuyer sur un bouton et faire genre accueil, acceptation, arrêter de lutter. Sauf que ce n'est pas le cas. Donc, il s'agit ici, l'invitation ici que j'aimerais te faire, c'est comment est-ce que je peux accompagner davantage ce qui se manifeste? Est-ce que la guérison, est-ce que pour toi, est-ce qu'elle repose sur l'éradication des symptômes, des douleurs, de la maladie, des douleurs chroniques? Pose-toi la question. Mon invitation, c'est la guérison, c'est notre aptitude à accompagner toute forme de manifestation, de donner la main aux douleurs. Alors quand elles sont là, accepter, ça veut dire quoi? Ça veut dire, eh ben, je te vois, chère douleur, et je te donne le droit d'exister. Et si ça ne se donne pas comme ça, que c'est je te vois, chère douleur, et tu me fais chier, franchement, j'aurais envie de te piétiner tellement tu me fais chier, c'est ok aussi. Donc l'accompagnement, ça ne veut pas dire être dans un espèce de stéréotype de je suis l'amour et puis j'aime tout faussement. L'amour, c'est inclusif aussi. C'est dire, ah ben voilà, t'es là, d'accord, et tu me fais tellement chier. Mais on va cheminer ensemble. Parce que j'ai pas d'autre choix, non? T'es là. Il n'y a pas autre moment présent. Il n'y a pas d'erreur à ce qui est vécu maintenant. Parce que si la notion d'erreur existait véritablement, alors il y aurait deux moments présents. Je pourrais choisir, mais je ne peux pas. Donc je t'invite à expérimenter dans ce sens. Ok, on continue avec Bibi Duberry. Est-ce que l'accueil est juste une vue de ce qui se passe, avec une distance qui permet de ne plus être touché? C'est préventif là. Oui, c'est merveilleux, oui. Alors, l'accueil, on a beau le qualifier, le nommer, on a beau essayer de lui apposer une certaine compréhension au concept, mais l'accueil, c'est fondamentalement la fragrance naturelle de l'être tout court et de l'être humain qui s'ensuit. Donc, tu peux juste reformuler la question, pardon, Philippe? Oui, bien sûr. Alors, Je suis désolée, j'ai perdu son fil. J'ai perdu le fil. est-ce que l'accueil
est une vue de ce qui se passe avec une distance qui permet de ne plus être touché. À la limite, si on est dans l'état d'accueil, peut-être que préventivement, on pourrait ne plus être touché. Oui, oui. Alors, on, on est touché d'une autre façon. Parce que l'idée, c'est de rester en contact avec ce qui est. L'accueil, c'est inclusif. Ça reste en contact avec ce qui est. Donc, ça ne veut pas s'exclure. Ça ne veut pas devenir autre chose que ce qui est. Ça veut rester en contact. Alors, ça permet, bien sûr, un certain recul, parce que dès que c'est en lien avec l'accueil, le corps physique est relaxé. Donc, ça regarde les choses en étant complètement relaxé. Je ne sais pas, comment est-ce qu'on voit les choses quand on est complètement stone, franchement? Hein? Je sais pas, pour ceux qui ont déjà fait l'expérience, quand on est vraiment super relaxé, on est là, on a du recul. J'invite pas à fumer les joints, c'est pas ça l'invitation, mais cet état-là, quand on est en lien avec l'accueil, on a l'impression qu'on est stone tout le temps, parce que c'est terriblement apaisé. Et donc oui, ça voit les choses de très loin, ça voit très loin et ça voit les choses de très loin. Mais ça va rester touché, ça reste en contact avec ce qui est, mais avec une autre, ce sera une autre saveur, ce sera un autre toucher, une autre façon d'être touché. Ok, on continue. Donc Oui. amuse-toi à danser avec ça. Oui. Je croyais Pardon, que tu allais dire Philippe. autre chose. Non, non, c'est bon. Marilyn qui demande: Bonsoir Nasrine, qu'en est-il, par contre la question là elle est très intéressante aussi. Nasrine, qu'en est-il des maladies psychiques quand quelqu'un est touché et qu'il n'en est pas conscient? Comment peut-on l'amener à accueillir son état? Merci. Ah, oui, très 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 intéressante comme question aussi. Comment amener quelqu'un à être conscient alors qu'il n'a pas conscience? C'est ça. C'est une mission, c'est une mission délicate. Compliqué. Ouais, c'est-à-dire que là, pour répondre comme ça de manière synthétique, ça me paraît quasi impossible. En fait, c'est juste ça parce qu'il y aura tellement d'observations à prendre en compte et tellement de paramètres aussi personnels par rapport au cas de figure ici qui est exposé. Nous sommes l'initiateur de toute transformation. Alors, quand je faisais, je fais là une petite parenthèse, quand je faisais les séminaires spécialement pour les médecins, les thérapeutes, les psychologues, etc., la toute première question était toujours comment, alors l'idée c'est toujours comment est-ce que je peux aider mon patient pour qu'il puisse se rétablir au plus vite. C'est quoi le raccourci? Parce que les gens aiment toujours me voir pour des raccourcis. Alors, le raccourci, c'est toi. C'est-à-dire que le raccourci, c'est moi. Donc, elle s'appelle comment, la personne qui pose la question ici? Alors, elle s'appelle Marilyn. Marilyn, très chère Marilyn, c'est toi le raccourci. C'est toi le raccourci. Je veux dire par là, quand tu observes cette autre personne qui souffre d'un problème dont elle n'a pas conscience, toi, tu peux l'aider. Comment? En accueillant l'émotion sous-jacente à la situation. Tout simplement. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand tu observes cette autre personne et que tu te dis, voilà, elle souffre, mais elle ne sait pas qu'elle a ce problème. Et donc, elle ne sait pas comment se sortir de cette souffrance. Ou peut-être qu'elle n'a même pas conscience de cette souffrance. Ce que tu peux faire, toi, c'est observer qu'est-ce que ça provoque comme émotion chez toi. Chez toi, pas chez elle. Elle, c'est juste le support. C'est un reflet, miroir de quelque chose que peut-être toi, tu as besoin de voir, et non pas elle. Sinon, elle en aurait conscience. Je crois que la vie est très bien ficelée à ce niveau-là aussi. Je ne suis pas en train de dire que tu as un problème, c'est pas ça. Mais je t'invite juste à te dire que tu es le raccourci. Donc, tu peux aller observer ici, dans ton propre système intérieur, dans ta belle équipe terrestre, tu peux aller lui demander, finalement, ça te fait quoi, chère équipe terrestre, d'observer cela? Peut-être qu'elle va te dire, quand même, il y a un peu d'anxiété parce que j'aimerais pas être à sa place, j'aimerais pas être dans cette souffrance sans en avoir conscience, être complètement démunie comme ça doit être terrible. Bien, quelle est l'émotion qui va avec? De la peur. Bien, elle est peut-être mélangée à de la tristesse ou de la colère. Moi, je prends toujours peur, colère, tristesse. On fait toujours les résumés là autour.
Et moi, je peux aller accueillir cela. Parce que tout ce que je fais pour cette entité-ci est bénéfique à toute l'humanité, puisque toutes les cellules travaillent à l'unisson pour un même résultat. Donc ce que je fais pour moi est toujours bénéfique pour les autres. Et l'invitation ici, c'est d'observer le système émotionnel. Parce que si ici, ça se décontracte. Donc vois-tu, quand je donnais des séminaires aux médecins, psychologues, etc., je disais toujours, si vous avez l'intention d'aider l'autre, si vous êtes dans cette fougue-là, vous allez foutre votre passion dans la merde. Et ils me regardaient à chaque fois, leur de dire, mais comment ça dans la merde? Bah oui, si ici ma cellule est complètement crispée, je vais crisper l'autre. Ben, ça communique ensemble, comme ici. Si ma petite cellule ici est complètement agitée, ben l'autre, elle va commencer à être agitée aussi. Elle capte les informations. C'est ça l'idée de la santé. La santé repose sur la libre circulation des infos. Et donc, si moi, je suis crispée en tant que médecin ou thérapeute ou peu importe, ben, je vais crisper l'autre. Donc, la première invitation, c'est tu es le raccourci, tu es la solution. Observe ce qui se passe ici. Et ce sera bénéfique à l'autre. Sans trop rentrer dans les autres détails. Ok, voilà. Merci. On continue avec Laure. Pensez-vous, Nasrine, que nous avons des prédispositions très tôt pour exercer l'accueil? Merci Philippe et Nasrine. Très bien, Laure. Est-ce que nous avons des prédispositions? Est-ce que c'est un état naturel? C'est bien plus qu'une... Ouais, c'est ça, c'est encore mieux, quoi. C'est la fragrance naturelle de l'être humain. C'est comme ça que naît l'être humain. Quand on voit à nouveau, il suffit d'observer des enfants en bas âge, hein, vraiment en bas âge, parce que le conditionnement qui entraîne l'état de lutte, et qui est nécessaire à lui, c'est ok, mais ce conditionnement, il se met vite en place. Mais nous sommes tous habités par ce pouvoir d'accueil. Donc, en observant le corps, en observant cette relaxation-là, on est en lien avec. Tout se met en place à ce moment-là. C'est aussi simple que cela. On continue avec Thomas alors. Que pense Nasrine du premier cerveau de notre corps, les intestins? Ah oui, ça, très cher Thomas, c'est très très important ça. Oui. Enfin, comme tout le reste d'ailleurs, mais les intestins sont très, très importants, bien évidemment. Ce premier cerveau qui est intimement en lien avec le système émotionnel et donc qui joue un rôle extrêmement important aussi dans l'évolution de tout cet organisme-ci, parce qu'il contient d'innombrables virus, bactéries et qui font en sorte que ceci puisse continuer à évoluer. Donc je pense qu'il est très important de prendre soin de l'intestin. Comment? Premièrement, grâce à de l'eau, une absorption d'eau plate, en buvant de manière relaxée. L'intestin a besoin d'énormément d'eau. On est dans les 20 litres par jour en moyenne. Alors, c'est pas absorbé, 20 litres, mais sur toute la répartition qu'on a ici, ça c'est du 80% d'eau si tout va bien, mais en règle générale, à partir de l'âge de 4 ans, ça commence déjà à diminuer à cause de l'état de stress qui déshydrate. Mais sur toute la quantité d'eau qui est distribuée ici, l'intestin va utiliser à peu près 20 litres d'eau, rien pour lui, pour pouvoir fonctionner à peu près correctement. Donc l'accueil des émotions, ce qu'on a pu observer aussi au niveau du microbiote intestinal, c'est que l'accueil émotionnel, le fait de s'autoriser à être triste, en colère, d'avoir peur, d'être dans cette empathie-là envers nous-mêmes, au fait, rétablit aussi toute la flore intestinale, permet aussi à l'intestin, à sa barrière intestinale, ça diminue au fait la porosité. Et s'il y a trop de porosité, les compléments, etc., on ne les absorbe plus. Les bactéries qui ne devraient pas sortir de l'intestin sortent et on fout le bordel ailleurs. Donc, c'est une partie très importante du corps physique. Très importante en médecine ayurvédique aussi, les intestins. Oui. On continue avec Maëlys. Recommande-t-elle une eau en particulier? Charge-t-elle ou magnétise-t-elle son eau et ses aliments? Félicitations pour cette peau de rêve en tout cas. Maëlys, merci beaucoup. Mais elle parlait de moi. Non, c'est pas vrai. Je pensais qu'on allait se partager les louanges, Philippe. Mais en fait, je remercie de cette question. Je te laisse la peau, Philippe. Je la laisse, quand même.
C'était toi dont elle parlait. Non, non, mais en attendant, tu sais, cette question, elle revient très souvent et je la remercie parce que souvent on m'a demandé est-ce que c'est une eau en particulier, est-ce qu'il faut la magnétiser, est-ce qu'il faut magnétiser les aliments. À nouveau, alors, je ne pense pas que ce soit nécessaire parce que ça passe tout par moi de toute façon. Si mes cellules sont décontractées, ouvertes, un peu comme les fleurs qui éclosent, comme ça, à la lumière du soleil, eh ben, l'eau, elle va pouvoir être filtrée. Dans cette détente intérieure, si mon eau si elle contient des impuretés, des choses que le corps physique dont il n'a pas besoin, eh ben, mon corps physique, dans cette relaxation intérieure, il va pouvoir faire le travail, il va pouvoir faire le tri, il va pouvoir évacuer ce dont il n'a pas besoin. Alors, on part du principe qu'il y a des composants dont le corps physique n'arrive pas à se libérer. Je ne partage pas du tout ce point de vue parce que j'ai pu observer, en faisant des expériences avant tout sur moi-même, qu'on arrivait à avaler de l'eau très impure et que le corps physique arrivait lui aussi, s'il est dans une bonne configuration interne, c'est-à-dire que s'il est dans cette relaxation-là, il a accès à sa bibliothèque intérieure, à son savoir inné, et il sait exactement quoi faire avec quelle chose. Donc il ne faut pas le sous-estimer. Je ne suis pas en train de dire, mais non, allez boire l'eau du Gange, ne sautez pas dans le Gange tout de suite. Peut-être allez-y par des étapes, mais il n'est nul besoin d'aller magnétiser cela parce que ce serait donner trop de pouvoir à ceci. D'accord. Si je suis dans un état d'accueil, alors ça va pouvoir accueillir ce qui est mangé et le corps va faire tranquillement son travail et son tri. Ok, on continue avec Arjuna. Comment caractériserais-tu un éveil émotionnel? Un éveil Alors je suppose que émotionnel. Arjuna parle de quand tu avais 15 ans que, et que tu t'es réveillé, enfin tu t'es réveillé d'un coup, voilà, ta vie a complètement changé, où tu as failli passer de l'autre côté, et au contraire, tu es passé d'un autre côté, mais vivante. Hey, hey. Ah, comment caractériser cela? Je crois que c'est... je ne sais même pas si j'arriverai à répondre, mais je crois que c'est quelque chose d'extrêmement neutre. C'est très C'est très pas neutre. magique. Non. Bien qu'on le transmette après à travers ces mots, parce que pour l'esprit humain, il y a un tel changement de point de vue sur la réalité qu'il peut appeler cela magique, mais c'est fondamentalement quelque chose de très neutre, de Quand très tu doux. parles de l'immédiateté du changement, ça te donne quelque chose de magique pour quelqu'un qui ne l'a pas connu. Je comprends que la personne se Oui, demande comment tu pourrais le qualifier. oui, oui. Tu sais, c'est comme avec l'intuition. Au moment où le téléphone sonne, je sais que c'est Philippe, c'est très neutre. Il y a juste l'information, mais c'est limpide. C'est puissant, c'est limpide. Je sais que je ne me trompe pas, je sais que c'est ça, mais ça provoque aucune émotion. Et juste après, quand je vais voir et que je me dis, oh, mais c'est vraiment Philippe qui m'a appelé, Ouais. waouh, je suis tellement douée, Et, oh, j'ai et, tellement d'intuition, c'est là où ça commence et là, tu vas à rigoler monter. parce que je prends la question d'après pour la lire un petit peu et je vois magique. C'est ça. C'est le mot qui m'habite quand on commence à comprendre Nasrine. Je parlais de magie juste et je Génial. l'avais pas lu avant, hein. Génial. Tu vois comme quoi la vie, elle orchestre tout dans les C'était un petit moindres clin d'œil. détails. Ouais, exactement, exactement. Donc après, peu importe finalement comment on qualifie, parce que les mots sont tous faux. C'est juste une interprétation possible face à la perspective qu'on adopte à un moment donné. Mais il n'y a rien de Hmm. waouh. Le waouh pour moi, tout ce qui est waouh, c'est du conditionnement. Tu vois, c'est pour ça que ça marche bien aussi quand souvent on entend, enfin mes participants me disaient, qui avaient fait d'autres stages ou cours ou je sais pas, ils me disaient ouais, alors moi on m'a toujours appris que pour être en lien avec l'intuition ou l'éveil ou pour atteindre cet état d'éveil, eh ben, qu'il fallait suivre en fait le fil des émotions, qu'il fallait suivre, enfin on est dans un effet Hollywood Hmm. quoi, un peu surfait, tu vois. Souvent c'est comme ça que je l'entends. Je dis pas que c'est le cas, hein, mais c'est comme ça que je l'entends. On me dit ouais j'ai ressenti ça et après oh, ça m'a fait une explosion de et paf et là tout est. Tu vois, ça peut être aussi quelque, parce que l'intuition à nouveau, qui pour moi est cette évidence, qui est cette conscience là, ça a le goût de l'eau, ça n'a pas de goût quoi.
c'est très neutre, c'est très puissant, mais très neutre en même temps. Ça passe pas par le système émotionnel. Jamais. Donc quand on dit j'en suis ton cœur, non, pas pour l'intuition. Non, non, ça n'a rien à voir avec le cœur. D'accord. C'est antérieur. Le cœur, il vient après, les émotions viennent après. Avant, il y a l'évidence, neutre. D'accord. Et après, il y a toute l'équipe qui est contente et le conditionnement qui se dit waouh, je suis un bon intuitif. Et donc, il va parsemer tout ça avec beaucoup d'émotions. Mais à la base, c'est très neutre, je crois. Ok, mais écoute, Nasrine, c'était la dernière question. Il y a juste une petite remarque. Quelqu'un qui est. Alors, c'est Kodadzi. Quelle merveilleuse personne vous êtes, Nasrine. Voilà. C'est Christelle qui me Merci. transmet cette petite remarque judicieuse. Voilà, donc c'était la dernière question. Merci pour cet échange passionnant, Nasrine. Et je vais quand même te donner le mot de la fin, hein. Merci à toi. Et puis, mais je vais quand même remercier d'abord tout le monde. Je vais remercier toute la merveilleuse communauté qui suit On ne vous demande pas d'y croire. Oui. Et Nasrine, maintenant, je peux te laisser le mot de la fin. Oh, eh ben, un grand merci, très cher Philippe, pour cette invitation, ce moment de partage, d'exploration. Merci à tous ceux qui étaient présents et à tous ceux qui vont visionner la vidéo par la suite, voir comment ça résonne pour eux, la partager si ça résonne pour eux, en faire l'expérience. L'invitation est toujours là, c'est de se dire qu'on est tous des êtres uniques au monde et que je crois que le plus beau cadeau pour chaque être humain, c'est de pouvoir vivre sa vie à travers sa propre singularité et d'amener sa couleur au vaste tableau qu'est l'humanité. Donc, un grand merci à chaque être humain d'amener sa couleur. Et voilà, il y a un doux moment présent et je nous aime et à maintenant, quoi. Ben, merci beaucoup, Nasrine, et merci à tout le monde. Je vous embrasse à tous. Merci.